Salut à vous tous, ici Jeff Rose en ce 2 août 2023 où je tourne cette vidéo. Bien sûr, cela fait une semaine que a eu lieu le coup d'État au Niger par des militaires qui sont soi-disant putschistes et qui ont séquestré et bien sûr destitué officiellement le président nigérien Mohamed Benzoub, qui était élu, soi-disant pour les élites occidentales démocratiquement. Bref. Alors donc, qu'est-ce que cette vidéo n'a pas, soi-disant le but de quelle est la situation officielle au Niger? Eh bien, cela peut être rempli une vidéo qui était en préparation et qui était due être faite pour mieux comprendre ce qui se passe en Afrique francophone pour les francophones qui vivent principalement en Amérique du Nord. Parce que vous le savez peut-être pas, mais les francophones nord-américains sont plutôt écartés de qu'est-ce qui se passe dans ce qu'on appelle la France-Afrique et bien sûr de tout ce qui se passe entre les relations de la France et l'Afrique et tout ça. Bref, nous sommes très loin de cela et bien sûr, nos journalistes, comment ils ont vu ceci? Eh bien, du côté francophone, on n'ose pas prononcer le mot France-Afrique, bien sûr, parce que ça ferait trop trembler l'élite politique canadienne. Et du côté anglophone, on préfère de nous expliquer que, bien sûr, pourquoi ça ne marche pas, bien sûr, et on essaie de nous dire que, regardez, c'est Poutine et le groupe Wagner qui ont organisé ça, bref. Vous voyez un peu c'est quoi la situation et comment on voit la situation du coup d'État au Niger. Mais évidemment, comme vous l'avez constaté, le mot France-Afrique n'a pas été prononcé comment les médias francophones l'ont vu et tout ça. Et c'est très clair parce que qu'est-ce que la France-Afrique premièrement? La France-Afrique, c'est pour décrire les relations entre la France et l'Afrique. Alors donc, dans plusieurs ex-colonies françaises en Afrique, principalement en Afrique de l'Ouest, bien sûr. Et au fil de la décennie 2020, bien sûr, beaucoup de pays, dont la Guinée, le Mali, le Burkina Faso et maintenant le Niger sont tombés grâce à des coups d'État et bien sûr la présidence de ces pays se continue toujours à être assurée par des gens comme par exemple Assimi Goïta au Mali. Bref. Alors donc, j'espère que vous comprenez un peu de qu'est-ce qui se passe actuellement en Afrique et tout ça. Et si on revient par exemple à ce qu'est la France-Afrique, la France-Afrique est devenue années ce qui semblait être pour le général de Gaulle une excellente façon de entretenir des relations diplomatiques avec l'Afrique de manière conformelle, est devenu synonyme de négativité, de néocolonialisme, de tout le négatif que vous pouvez mettre dans un mot. Et tout ça. Et la France-Afrique va devenir un boulet au fil de la succession des présidents français de la Ve République, et ça jusqu'à actuellement avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui avait dit dans une déclaration que la France-Afrique, il fallait en finir. Mais quand il faut en finir, eh bien, il faut
couper le cordon et passer à autre chose, Monsieur le Président Macron. Eh bien, c'est ce qu'ils ne font pas. Et le gouvernement, le président font la sourde oreille en France et ne comprennent pas, ou plutôt font semblant de ne pas comprendre ce que les Africains veulent tout simplement, c'est que la France-Afrique aille les deux pieds dans la tombe, bref, et qu'on en finisse réellement. Et lorsque des coups d'État arrivent de même, vous avez peut-être vu que pour ce qui est le cas du Niger, bien sûr, des condamnations ont été faites de manière et tout ça. La CEDEAO, qui est un organe politique très important en Afrique, a décidé de non seulement couper les livres au Niger, mais a décidé que d'intervenir à une date précise si les militaires putschistes ne libéraient pas l'ex-président Mohamed Benzoub. Bref, on semble avoir peur, disons-le, surtout que la plupart des membres de cette CEDEAO sont des présidents qui sont au service du président français. Tout ça. Alors donc, en parlez-en à des Africains, ils vous diront tous la même chose ou presque. Alors donc, évidemment, pourquoi évidemment de tels coups d'État font peur à l'élite française et à l'élite occidentale? Et c'est très simple. En effet, ils considèrent ceci comme l'arrivée d'une dictature, bref, alors que les Africains veulent imposer leur rythme, retourner à une façon de mieux gouverner, pas aller jusqu'à être préhistorique ou quelque chose de même, mais de gouverner selon leur rythme, selon leurs convictions, et aussi, et ça c'est très clair, de ne pas prêter allégeance aux élites extérieures et prêter allégeance aux élites qui sont intérieures, soit le peuple et uniquement pour le peuple. Bref. J'espère que ça a été compris pour ceux qui disent que, la colonisation, ça date depuis longtemps, en revenez-en, bref. Vous voyez évidemment que ça ne fait pas longtemps, que ça ne fait également même pas 100 ans que la décolonisation de l'Afrique a été, disons-le, fait. Bref. Et aujourd'hui, on assiste à du néocolonialisme, ce qu'on appelle, évidemment, parce que, évidemment, comme je l'ai dit, la France-Afrique en est un exemple et c'est ça qui mène tout le chaos actuellement. Mais évidemment, oui, on parle de la décennie 2020, de tous ces coups d'État, mais évidemment, dans l'histoire, il y en a eu un et il faut remonter dans le temps et tout ça, et on remonte aux années 80 de ce qu'on appelait la haute volta. Alors donc, pour tous ceux-là qui ne savent pas, qu'est-ce que la haute volta? La haute volta, c'est l'ancien nom du Burkina Faso. Et ce pays nommé la haute volta, ou qui deviendra le Burkina Faso, va être marqué par le règne d'un certain Thomas Sankara, un militaire qui, avec des complices,
vont destituer le président et faire tout un changement et mettre plus possible imposer son rythme et tout ça, et ses convictions, soit celui des élites intérieures, soit le peuple et tout ça. Et malgré qu'est-ce qu'on disait en Occident de Thomas Sankara, que c'était un soi-disant dictateur ou un truc de même, eh bien, chez Thomas Sankara et tout ça, ce n'était pas tellement la dictature qu'on peut croire et tout ça. Il y a eu des importants changements qui ont été faits au Burkina Faso et dont l'héritage reste dans les mémoires collectives. On peut prendre par exemple le droit des femmes. On a par exemple l'environnement, évidemment. Alors donc, dites-moi, est-ce qu'il y a un autre dirigeant d'une dictature qui serait prêt à imposer tant de changements dans un si petit 4 ans de règne et tout ça? Parce que il faut savoir que l'assassinat. Alors donc, je ne sais pas pour vous, mais savez-vous que la France a assassiné des présidents africains et tout ça? Et pas juste des présidents issus des ex-colonies françaises, mais des présidents issus de pays où ils n'ont eu aucune présence de la colonie, du colonialisme français et tout ça. On peut prendre par exemple Omar Kadhafi, qui était l'ancien président de la Libye et qu'on a fait passer en 2011 pour un dictateur, un méchant et tout ça. Bref, les élites occidentales en voulaient et tout ça. Et avec la France et par coïncidence l'OTAN et les États-Unis, eh bien, ils ont assassiné ce président et actuellement, la Libye est un ordre total et tout ça. Bref, ce pays sous Kadhafi, c'était un paradis et maintenant, post-Kadhafi, c'est un enfer total. Eh bien, c'est ce qui va arriver et tout ça. Une fois que Thomas Sankara a été assassiné en 1987, devinez qui sera le prochain président du Burkina Faso? Eh bien, ce sera Blaise Compaoré, l'un qui a participé à l'assassinat et qui l'a mis là. On peut dire que c'est la France, évidemment. Mais évidemment, du côté sphère politique et tout ça, on va s'en éloigner, évidemment. Bien sûr, je ne parlerai pas de tout ce qui est Russie, groupe Wagner et tout ça, parce que, évidemment, ce n'est pas parce qu'il y a un coup d'État en Afrique que c'est tout le temps la Russie qui est derrière, bref, et tout ça. Et bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui serait abordé dans les lunettes roses. Bref, même si on a vu beaucoup de drapeaux russes, bref, tout ça. L'autre chose que la France-Afrique est devenue si, soi-disant-le, une distraction pour non seulement pour les Africains, c'est bien sûr les ressources naturelles. Alors donc, bien sûr, il faut savoir que l'Afrique est riche en ressources naturelles et tout ça. On a du pétrole, du gaz, il y a des minerais, bref,
bien sûr des métaux qui sont critiques et j'en passe et tout ça. Bien sûr, je ne suis pas un expert, mais évidemment, il faut savoir que dans la plupart des cas, c'est soit, disons-le, ZADEP a accusé la France de piller les ressources naturelles. Est-ce que c'est vrai ou faux? Bref, ça mérite un peu des nuances, en quelque sorte. Il faut savoir que tout ce qui est du cas du Niger, évidemment, on va rester sur ce cas-là. Il faut savoir que le Niger est un important pays stratégique pour la matière première de l'uranium. Et pour tous ceux-là qui sont champions en matière des sciences et technologiques, vous avez sûrement su que l'uranium égale centrale nucléaire. Et c'est exactement qu'est-ce qui se passe, bien sûr. Alors donc, le Niger alimente les centrales nucléaires en Europe. Et bien sûr, lorsque le coup d'État a fait, et bien sûr, les médias étaient en panique pour savoir si il y allait avoir toujours un approvisionnement d'uranium issu du Niger. Et la réponse a été oui. Et devinez qui opère ces compagnies, ces mines d'uranium? C'est une compagnie française, figurez-vous. Et qu'est-ce qu'on peut en dire? Bien sûr que, évidemment, à part l'uranium et tout ça, il faut savoir évidemment qu'il y a d'autres choses lorsque je dis qu'il faut, soit disons-le, que ça mérite des nuances. Il faut savoir que il y a toujours cette caricature dans laquelle on voit les ressources se diriger vers l'Europe et puis bref, on pense que l'Afrique serait un continent très riche en matière de ressources qui est totalement drillé pour que ça aille en Occident. Alors que c'est très faux. Il y a d'autres pays qui sont pas sur le continent africain et qui ont une riche ressource en je ne sais pas quelle matière, que ce soit le pétrole, le gaz ou encore les matières premières et même les métaux qui sont critiques et tout ça, parce qu'il faut savoir que la technologie et tout ça, et je vous fais pas des signes, mais cet ordinateur où je filme et tout ça, il y a du coltan qu'on appelle, et bien sûr, c'est malheureusement la République démocratique du Congo. Et c'est fait, les mines sont dans les conditions, je veux dire, qui sont exécrables et puis bref, en tant que tel. Alors donc, évidemment, dans une vidéo TikTok qui m'a beaucoup, soit disons-le, intéressé en tant que tel, ça avait pour titre que est-ce que c'est vrai que la France pille les ressources uniquement en Afrique? Et la réponse est non. Et l'homme en question qui présentait tous les cartes du monde où étaient répandues toutes les ressources selon le pays, évidemment, eh bien, il était très rare de voir l'Afrique et tout ça. Et je ne dis pas qu'il n'y a aucune ressource en Afrique qui est pillée et tout ça. Il faut savoir que, évidemment, oui, il y a eu des stratèges, des magouilles autour de ça. Mais, évidemment, il y en a aussi à l'extérieur qui sont riches en matière de ressources naturelles. Et l'homme a cité et qui m'a beaucoup fait réagir, c'est que si
on aurait, soit disons-le, on n'aurait pas mis juste des présidents fantoches en Afrique, on aurait mis des présidents fantoches un peu partout à travers le monde pour avoir ces ressources en question. Donc, vous voyez un peu pourquoi ça mérite un peu des nuances lorsque on parle de ressources pillées par la France. Bref. Alors, j'espère que le sujet de la France-Afrique a été bien abordé et a répondu un peu à vos questions, et surtout pour les francophones de l'Amérique du Nord. Bref, je vous dis à un prochain épisode de Les Lunettes Roses et bien sûr, à lundi prochain. Ciao!